Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale pour une interview exceptionnelle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il est avec nous en duplex depuis le siège de l'organisation à New York. Avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de Radio France Internationale. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Monsieur le secrétaire général, l'Organisation mondiale de la santé annonce un triste cap a été franchi ce vendredi. Plus d'un demi-million de personnes sont confirmées ayant contracté le coronavirus. On parle de plus de 20 000 morts. Les chiffres records tombent tous les jours ici en Europe ainsi qu'aux États-Unis. Vous avez évoqué la possibilité de millions de victimes de cette pandémie. N'êtes-vous pas trop alarmiste ? C'est évident que nous sommes encore dans une courbe qui est une courbe exponentielle. Si on ne fait pas un effort coordonné partout dans le monde pour briser cette évolution, et ça veut dire une stratégie de suppression de la transmission partout, d'une façon coordonnée, organisée, ensemble. Le risque, c'est de la propagation, surtout dans les pays les moins munis de systèmes de santé. C'est la propagation de ce virus sans limite, jusqu'à atteindre les 60% ou 70% de la population qui engendre cette immunité collective dont on parle. Et ça veut dire des millions de personnes infectées et des millions de morts. Et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Et ça exige une concertation efficace entre tous les pays. Et surtout, on a eu hier la réunion du G20, les pays du G20 qui représentent 80% de l'économie mondiale et 90% des infections. Il faut que ces pays travaillent non d'une façon isolée, non avec la stratégie que chacun définit, mais d'une façon absolument coordonnée, sous l'orientation de l'Organisation mondiale de la santé, non seulement pour briser cette évolution, mais aussi pour trouver ensemble des traitements et les vaccins, et après pour les mettre au service de toute l'humanité. Alors, pour l'instant, l'Afrique est moins touchée que le reste du monde. Est-ce que vous pensez, Monsieur Guterres, que l'Afrique peut échapper à ce virus? Et sinon, quels sont concrètement les équipements médicaux dont les pays les plus démunis ont besoin? Par quels moyens on peut les acheminer alors que les aéroports sont fermés? Et puis, quels sont, à vos yeux, en Afrique, les pays prioritaires pour cette aide? Premièrement, la maladie est en train de se développer rapidement aussi en Afrique. Ça, naturellement, a commencé en Chine, après la Corée, l'Iran, l'Europe, maintenant les États-Unis, mais ça va vers le sud. Et ça va vers le sud très rapidement. À la différence que, comme vous l'avez dit, dans les pays africains et dans les autres pays du Sud, il y a très peu de capacité de réponse du point de vue médical et du point de vue économique. Alors, comme le président Macron l'a dit pendant le G20, il faut absolument faire de l'Afrique une priorité de la communauté internationale. Ça veut dire un investissement massif et du point de vue de la capacité des équipements dont vous avez parlé, des équipements, des tests, des équipements des respirateurs, des équipements pour que les médecins et les autres travailleurs de santé puissent être vêtus, des masques, etc. Tout ça à un niveau gigantesque. Ça nous faut une mobilisation gigantesque, une priorité absolue, parce qu'on est encore à temps, à mon avis, d'éviter le pire, mais sans cette mobilisation gigantesque, je crains qu'on aura en Afrique des millions et des millions de personnes infectées, et même si la population est plus jeune que dans le Nord, dans les pays les plus développés, il y aura nécessairement des millions de morts. Et après, dans une situation comme celle-là, où le virus se transmet sans limite, les risques de mutation sont plus grands. Et s'il y a une mutation, alors tout l'investissement qu'on est en train de faire pour les vaccins sera perdu. Et la maladie reviendra
du sud vers le nord. Alors c'est dans l'intérêt des pays du nord de faire cet investissement massif en Afrique, et ça implique vraiment, du point de vue technique, du point de vue financier, un effort gigantesque, et je suis absolument convaincu que les pays africains ouvriront leurs aéroports pour que ces équipements puissent rapidement être transmis. Mais ça nous oblige à une logistique qui, à mon avis, le G20 pourrait coordonner. C'est la proposition française ou franco-allemande que le G20 pourrait coordonner pour permettre ce mouvement massif d'équipements et de ressources financières. Monsieur le secrétaire général, vous savez que le nerf de la guerre ou le nerf de la lutte contre le virus, c'est évidemment l'argent. Vous avez lancé un plan de réponse humanitaire mondial, un appel aux dons à hauteur de 2 milliards de dollars. Mais juste à titre d'exemple, le Premier ministre éthiopien réclame, lui, la somme de 150 milliards de dollars d'aide, rien que pour l'Afrique. Alors, les pays occidentaux sont préoccupés par les ravages de la pandémie chez eux. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas un geste fort d'aide, voire d'annulation de la dette, par exemple, de ces pays les plus pauvres? Non, mais nous parlons de deux choses différentes. Ce qu'on a lancé, c'est un appel humanitaire pour les situations les plus vulnérables. Ce sont les camps de réfugiés, les camps de personnes déplacées, les pays où il y a encore un conflit. Alors, ça ne correspond pas aux besoins d'aide aux pays du Sud en général et à l'Afrique en particulier. Si on regarde le paquet approuvé par le Sénat américain, on parle d'à peu près 10% du PIB américain. Et d'après les évaluations que nous faisons, il nous faut effectivement une mobilisation de ressources pour appuyer les gens, pour appuyer les personnes, pour appuyer les entreprises, pour que parce que c'est une crise humaine, ce n'est pas une crise financière comme la crise de 2008. Notre estimation, c'est qu'on a besoin de quelque chose comme 10% du PIB, et au niveau des pays développés, mais aussi au niveau des pays en développement. Ça veut dire qu'il nous faudrait, vers le Grand Sud, une mobilisation de ressources que, en anglais, on dit 3 trillions. Je ne sais pas exactement comment traduire en français. 3 000 milliards. Trillion dollars. Parce que... exactement, 3 000 milliards de dollars. Alors, c'est l'estimation que nous faisons. Le Fonds monétaire international a une capacité de prêter à peu près 1 000 milliards. Je crois on devrait faire une émission de droits de tirage spéciaux avec l'objectif d'appuyer les pays en développement. Dans les contacts qu'on a eus avec le Fonds monétaire, on estime qu'on aurait des besoins d'à peu près un autre 500 000 milliards. Et en même temps, il nous faut absolument avoir ce qu'en anglais s'appelle les swaps entre les banques centrales pour permettre que les économies émergentes puissent avoir la liquidité nécessaire pour faire face à leurs besoins immédiats. Et en plus, renforcer la capacité de la Banque mondiale, d'autres institutions financières internationales et d'autres mécanismes d'aide coordonnés. Et notre estimation, c'est cette estimation d'à peu près, comme je vous disais, au moins 10% du PIB global et 10% du PIB dans le monde en développement. Et cette aide massive n'a rien à voir avec la demande qu'on a faite des fonds pour de l'aide humanitaire spécifique dans les cas les plus vulnérables. Monsieur le secrétaire général, il nous reste 2 minutes, si vous permettez. Et je crois qu'il faut absolument le faire. Monsieur le secrétaire général, il nous reste 2 minutes, le temps est très compté, donc c'est la question politique aussi, si vous avez le temps de l'aborder, elle est importante. À tous les pays en guerre, vous avez lancé un appel solennel au cessez-le-feu, mais regardez au Sahel et surtout en Libye, eh bien personne ne le respecte cet appel, puisque les combats continuent, ils redoublent même de violence, comme si certains voulaient profiter du focus international sur le coronavirus. Est-ce que votre appel ne risque pas d'être un échec ? Oui, il risque d'être un échec, mais on est en train de tout faire pour l'éviter.
tous mes représentants spéciaux, tous les chefs des opérations de maintien de la paix sont activement engagés dans des négociations, et en Yémen, et en Libye, en Syrie, et dans d'autres endroits, pour essayer de transformer cet appel, premièrement dans l'acceptation du cessez-le-feu. Et cette acceptation a été annoncée d'ailleurs par les deux côtés du Yémen, par quelques-uns des acteurs en Syrie, même en Libye, maintenant récemment au Cameroun, aux Philippines. Alors je vois qu'il y a un mouvement, mais entre l'acceptation, un principe d'un cessez-le-feu et l'application concrète, il y a tout un travail énorme à faire. Et là, il faut que tout le monde puisse s'associer à cet appel et faire pression sur les acteurs de la guerre pour qu'ils comprennent que notre ennemi, c'est le virus. Ce ne sont pas les autres hommes et femmes des pays qui sont en conflit. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux antennes, RFI et France 24.